Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes extrêmement nombreux, ce qui est évidemment satisfaisant pour les gens qui vont faire des présentations. Donc je vais modérer avec Monsieur Joseph, qui est professeur associé de médecine générale à l'Université de Bordeaux. Moi-même, je suis professeur de maladies infectieuses et tropicales et chef de service de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Pellegrin. Alors on va démarrer en demandant à chacun de bien vouloir respecter un timing serré, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on ait quelques échanges. Je commence de suite, donc. C'est Thierry ? Non. Alors c'est Brigitte Millepied, donc, qui est praticien hospitalier en dermatologie et qui va nous parler de syphilis. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour vous parler de la syphilis. Merci de mettre en place le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc vous savez qu'on est en pleine épidémie de syphilis depuis le début des années 2000, que cette syphilis touche toutes les catégories, quels que soient les comportements sexuels, donc aussi bien les homo-bisexuels que les hétérosexuels, et touche également les hommes, les femmes. Donc vous voyez rapidement ces courbes qui sont parues dans l'INVS, que vous connaissez bien et qui montrent bien que c'est à partir du début des années 2000 que nous avons revu des syphilis. Vous savez qu'il y a une alerte qui a été lancée, mais que malgré cette alerte, le nombre de cas augmente chaque année. Alors, ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, presque plus de 50% des syphilis sont transmises par fellation. Les fellations ne sont pas protégées aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous avons cette épidémie qui, d'ailleurs, est associée également à une épidémie de l'ensemble des IST, qu'il s'agisse des gonococci ou des chlamydioses. Alors, bien entendu, nous n'apprenons rien. Tout avait été déjà décrit. Et c'est vrai qu'on s'est replongé dans les vieux livres pour redécouvrir la syphilis avec finalement des symptômes qui sont exactement les mêmes que ceux que connaissaient et avaient décrit les anciens. Très rapidement, vous savez tous qu'il s'agit donc de Treponème pallidum. Je voudrais simplement insister sur le fait qu'on ne fait quasiment plus d'examen direct et que le seul diagnostic de la syphilis est un diagnostic sérologique. Les techniques de PCR sont vraiment réservées à des laboratoires de référence ou alors des cas plus complexes. Donc, pour rappel, vous savez qu'il y a deux types de tests. Il y a les tests qui sont non spécifiques, et c'est essentiellement le VDRL. Et il y a des tests qui sont spécifiques, et c'est essentiellement le TPHA. Et avec un VDRL et un TPHA, vous pouvez tous très bien vous débrouiller dans toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, de syphilis. Pour essayer d'être clair, retenez une seule chose, le VDRL témoigne d'une syphilis active, d'une syphilis évolutive. Je dirais que le seul ennui du VDRL, c'est qu'il se positive assez tardivement, que vers le 15e, 20e jour du chancre. Donc vous pouvez très bien être devant un chancre syphilitique et avoir un VDRL négatif. Donc il faudra éventuellement dans ces cas-là refaire votre examen 8 jours plus tard et à ce moment-là, le VDRL sera positif. Le VDRL est également extrêmement important pour le suivi après traitement. C'est le seul examen qui vous permet de savoir si votre syphilis est guérie et vous devrez obtenir une diminution d'un facteur 4, c'est-à-dire de 2 dilutions pour pouvoir parler de guérison de votre syphilis. D'où l'intérêt de demander à votre laboratoire non seulement un VDRL qualitatif, mais surtout quantitatif. Le TPHA, lui, c'est à l'opposé un test qui est spécifique, mais qui, par contre, va simplement témoigner finalement de la mémoire de la syphilis. Il a quand même un avantage, c'est qu'il peut être positif quelques jours avant le VDRL, plutôt vers le 8e jour. Donc vous pouvez vous trouver dans quelques situations, vous avez déjà un TPHA positif alors que le VDRL est négatif, mais si vous refaites l'examen quelques jours après, vous aurez les deux positifs et cela vous permettra de différencier d'une simple cicatrice sérologique. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Ce qui est important, et souvent vous posez la question, c'est que plus vous allez traiter une syphilis tôt, plus le taux d'anticorps va totalement se négativer après traitement. On peut avoir des cicatrices sérologiques, c'est-à-dire des TPHA qui restent positifs, simplement quand vous aurez un retard au traitement, c'est-à-dire en fait quand vous avez eu un retard au diagnostic. Et dans ces cas-là, vous avez des patients qui peuvent garder pendant des mois, voire des années, des TPHA positifs. Donc, par exemple, des exemples, si vous avez un VDRL négatif et un TPHA négatif, a priori, il n'y a pas de raison que vous n'êtes pas dans une situation de syphilis, sauf si vous êtes dans les tout premiers jours du chancre. À ce moment-là, vous refaites un sérodiagnostic 8 jours après. Il n'y a jamais d'urgence à traiter une syphilis. Quand les deux sont positifs, il n'y a pas de souci. Si vous avez un VDRL négatif et un TPHA positif, vous êtes probablement plus dans le cadre d'une cicatrice
sérologique. Et si vous avez un VDRL positif et un TPH1 négatif, vous êtes probablement plus dans le cadre d'un faux positif, grossesse, lupus, etc. Vous avez appris syphilis primaire, secondaire, tertiaire. Aujourd'hui, vous allez apprendre syphilis précoce, syphilis tardive. Syphilis précoce, syphilis de moins d'1 an, qui regroupe soit les phases symptomatiques avec la primaire, la secondaire, et ce qu'on appelle la syphilis latente, c'est-à-dire une syphilis sans signe clinique, avec juste une sérologie positive, et la syphilis tardive, syphilis de plus d'1 an, qui peut être soit latente, vous avez juste une sérologie positive, ou vous êtes avec des symptômes, et là on parle de syphilis tertiaire. Vous devez aujourd'hui, vu cette épidémie, évoquer le diagnostic de syphilis devant toute ulcération, quelle que soit sa localisation muqueuse. Et je rappelle, pour ceux qui auraient des doutes, il n'y a pas de différence entre les symptômes chez un séropositif pour le VIH et un séronégatif. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'est replongé dans les bouquins, mais tout avait déjà été lu. Donc, voilà des choses très classiques, hein, le chancre. Le chancre, certes, le plus classique est unique, mais on voit de plus en plus souvent des chancres multiples. La fameuse verge en battant de cloche, il faut décaloter et chercher le chancre au niveau du sillon balano-presbytial. Vous voyez, ces deux patients étaient adressés pour des primo-infections herpétiques. Hein, c'était tout à fait des syphilis caractéristiques. Donc ne soyez pas déroutés par le chancre multiple. Le chancre, je vous ai dit, plus de 50% transmise par fellation. Donc attendez-vous à avoir des localisations orales. Donc là, au niveau des lèvres, l'adénopathie, ce n'est pas le préfet de l'aine, c'est le préfet du cou. Cette atteinte au niveau de la commissure labiale, tout à fait caractéristique. Regardez cette image de chancre en miroir et qui traduit bien cette contamination par fellation. Cette gamine qui était adressée pour une hypothèse néoplasique, un superbe chancre syphilitique. Primaire, donc également des localisations multiples au niveau de la cavité orale. Possibilité. La syphilis secondaire peut, bon, c'est la fameuse roséole, mais c'est, je dirais, n'importe quelle éruption érythématose, squameuse. Donc voilà des exemples. Donc c'est vrai que ce patient était adressé pour une toxidermie. C'est vrai qu'un rash maculopapuleux à l'amox ou au Bactrim aurait tout à fait la même allure, voire une primo-infection pour le VIH. Chez ce patient, les lésions sont un peu plus infiltrées, un peu squameuses. Un aspect un peu de dermite séborique au niveau du visage. On est déjà dans une syphilis secondaire, déjà un peu avancée. Et quand on a la curiosité de regarder les paumes et les plantes, tout ça c'est classique. Vous avez les fameuses papules plantaires et la fameuse collerette de Biette. Ce patient qui nous a été adressé pour un prurigo chronique, malgré tous les traitements antibiotiques, antihistaminiques et autres, et j'en passe. Si on regarde bien son cuir chevelu, on a cet aspect un peu en clairière. Donc le même patient, et c'est vrai que quand on regarde les livres, on avait exactement la même chose écrite dans les anciens bouquins. Ce patient traité depuis 3 ans pour un lymphome cutané, chimiothérapie, interféron et j'en passe. La même chose dans les vieux livres, il a été content de recevoir son traitement de pénicilline. Des localisations muqueuses au niveau, et il y a beaucoup de patients en fait qui sont vus par des ORL, par des stomatos, avec des échecs de traitement, jusqu'à ce que quelqu'un pense un jour à la syphilis, voire fasse une histologie, avec une histologie plasmocytaire qui nous oriente vers la syphilis. Quand on a des localisations en bas et en haut, c'est plus facile. Là, localisation palmoplantaire et localisation au niveau de la muqueuse orale. Là, ce patient qui est venu il n'y a pas longtemps, ça faisait quand même 3 mois qu'il était suivi en ORL. On s'apprêtait à lui faire une biopsie des amygdales. Heureusement, il avait également ses lésions érythématoses squameuses. Il est venu en dermato pour un psoriasis. C'était une syphilis. Il a guéri dans le même temps ses problèmes ORL. Les fameuses plaques fauchées. Diagnostic différentiel à langue géographique. Donc, langue géographique, n'hésitez pas quand même à faire un TPHA VDRL. Je dis toujours que ce qu'on a en haut, on a en bas. Ces plaques mitées du cuir chevelu, vous avez également le même aspect mité au niveau de la langue. Localisation ORL, j'insiste, hein, il y a beaucoup de publications sur les amygdalites, tonsillites, qui sont simplement en rapport avec des syphilis au stade secondaire, hein, plus qu'au stade primaire. Mais on peut avoir aussi des angines, qui sont en fait des chancres syphilitiques au stade primaire. La syphilis tertiaire, eh bien, nous revoyons des syphilis tertiaires. On pensait ne plus avoir de syphilis tertiaire. Donc voilà, ce patient, ça c'est un patient de la littérature, avec cette ulcération de la langue. Et puis ce patient qui était prêt à avoir une hémivermiectomie, tout simplement, parce qu'on était persuadé que c'était un cancer. Heureusement, quelqu'un a dit, on fait une biopsie avant. Là, cette publication impressionnante d'une gomme du palais. Alors le traitement, il faut être simple.
La syphilis précoce, c'est une seule injection d'extensiline, c'est-à-dire de pénicilline retard. Vous savez que malheureusement, nous n'avons plus d'extensiline à notre disposition, mais nous avons une pénicilline retard italienne, c'est la sigmaciline. Le seul souci, c'est que la sigmaciline est commercialisée à 1,2 million et que le traitement, c'est 2,4 millions. Donc vous faites en même temps 2 injections de 1,2 million de sigmaciline. D'accord? Ça, c'est la syphilis précoce. Même traitement si le patient est séropositif. En cas d'allergie à la pénicilline avérée, certes, vous êtes autorisé seulement dans ce cas-là à faire de la doxycycline 200 mg par jour pendant 15 jours. En cas chez une femme enceinte, bien entendu, pas de cycline. Donc dans ces cas-là, il faut, si elle est allergique à la pénicilline, il faut désensibiliser. Autrement, c'est le même traitement. C'est 2,4 millions d'extensiline. Donc en une injection, certains font 2 injections, mais en général, une injection est suffisante. La syphilis tardive, c'est-à-dire au-delà d'1 an, que ce soit la syphilis sérologique ou la syphilis secondaire, excepté la neurosyphilis, c'est toujours l'extensiline, c'est-à-dire la pénicilline retard, la benzatine pénicilline, mais cette fois-ci, c'est 3 injections à 7 jours d'intervalle, J0, J7, J15. À partir du moment où vous avez une syphilis secondaire, méfiez-vous de la réaction d'Alzheimer et là, vous pourrez faire une corticothérapie courte sur quelques jours. En cas d'allergie à la pénicilline, les cyclines à 200 mg par jour, mais cette fois-ci 4 semaines, et l'idéal aussi, c'est de pouvoir faire une désensibilisation. En cas de syphilis de plus d'1 an, c'est là où vous devrez vous méfier d'une neurosyphilis. N'hésitez pas à faire un examen ophtalmologique, une PL. Je vous rappelle que son classant dans le LCR, pour parler de neurosyphilis, soit une hyperprotéinorachie, soit une hypercytose, soit un VDRL positif dans le LCR. A contrario, un TPHA négatif dans le LCR élimine une neurosyphilis. Le traitement de la neurosyphilis n'est plus l'extensiline retard. Le traitement est la pénicilline G, 16 millions d'unités intraveineuses par jour pendant 15 jours. Et là, il n'y a aucune autre alternative de Rocephin ou autre. Le traitement, c'est la pénicilline. Donc une neurosyphilis, vous désensibilisez votre patient s'il est allergique à la pénicilline. Donc voilà, je voulais insister sur le fait que nous sommes en pleine épidémie, que la syphilis peut vraiment se présenter avec des manifestations extrêmement diverses. Pensez-y, et franchement, un VDRL TPHA, ça ne mange pas de pain. Et si vous avez quelques questions, et si je n'ai pas dépassé mon temps, je vous remercie de votre écoute. Donc on va continuer avec une présentation de Thierry Piston qui va nous parler de quelque chose qu'on n'a pas trop encore l'habitude de voir dans nos cabinets, le virus Ebola. En quoi la fièvre hémorragique à virus Ebola peut-elle concerner la médecine générale? On m'a demandé de cette intervention. J'espère pas qu'elle puisse être concernée, la médecine générale, à travers un cas possible. Enfin, on est un peu là pour en discuter. Donc très rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, le virus Ebola, il est classé dans la famille des filovirus. Comme le virus Marburg, il y a d'autres fièvres virales hémorragiques classées dans d'autres familles, on n'y revient pas. C'est un virus ARN découvert dans les années 70 en Afrique centrale. Alors l'Afrique centrale, historiquement, effectivement, les épidémies concernaient la RDC, le Soudan, Gabon, Cameroun, épidémie sporadique. Et puis en 97, un foyer en Côte d'Ivoire, isolé. Et puis l'histoire que vous connaissez en Afrique de l'Ouest depuis la fin de l'année dernière, de l'année surpassée, pardon. Donc là, où se situe le problème, c'est en Afrique de l'Ouest, point de départ Guinée, secondairement étendu au Libéria et en Sierra Leone. Cliniquement, ça donne quoi? Il faut retenir que le délai d'incubation est de maximum 21 jours, ce qui va expliquer la vigilance nécessaire en cas de fièvre d'importation des pays à risque. En moyenne, c'est autour d'une semaine, en fait. Présentation initiale pseudo-grippale. Potentiel de contagiosité modéré à cette phase-là.
Et puis la deuxième phase, J3, J4, a priori potentiel de sécrétion majeure avec un tableau de débâcle digestive haute et basse. Et en général, là, on est dans la situation la plus contagieuse. C'est ce qui domine d'ailleurs du reste dans l'épidémie en Afrique de l'Ouest. La composante secondaire hémorragique n'est pas prédominante. On a quelques clusters hémorragiques, mais ce n'est pas ce qui domine. Et puis à l'issue, bien sûr, 50% de létalité en moyenne en zone d'endémie. C'est plutôt 20-25% au nord, dans les conditions d'un standard de soins idéal en réanimation. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre la déshydratation, pour faire simple. Et un peu comme pour un choléra, on s'en sort 3 fois sur 4 si on passe le cap difficile. Mais enfin bon, il y a quand même pas mal de casses, on est d'accord. Transmission modérée si on n'est pas en contact. La seule situation où l'Ebola pourrait être transmis, on va dire, à distance, ce serait les grosses gouttelettes humides, comme on dit, c'est-à-dire se faire cracher dessus, pour faire simple, un gros éternuement de proximité. C'est un virus qui ne s'aérosolise pas, ce n'est pas la grippe, comme dit le professeur Dupont, ça ne saute pas. Ebola ne vous sautera pas dessus. Donc par contre, tous les fluides sur un contact rapproché peuvent transmettre bien sûr le virus sur une peau lésée, donc sang, sel, urine, vomissement, les larmes, la salive, le lait. Et les sécrétions sexuelles, y compris après la convalescence, sont potentiellement encore infectantes, donc une vigilance dans les suites des convalescences en zone d'endémie. Donc pas de transmission aérienne à proprement parler. Et c'est pour ça que dans le niveau de contagiosité entre Ebola, la rougeole ou la grippe, il n'y a pas photo. On est d'accord, Ebola est beaucoup moins contagieux. La situation localement, ça c'était au 4 mars 2015, le rapport OMS indiquait plus de 20 000 cas, près de 10 000 décès. Le Libéria a été progressivement rattrapé par Sierra Leone en termes d'incidence. Et à l'heure actuelle, par contre, le Libéria est très calme. Vous n'avez pas eu de cas depuis près de 2 semaines, grâce à une des mesures épidémiologiques d'intervention très efficaces. Ce n'est pas les médicaments qui ont sauvé, c'est la santé publique qui a fait son travail. En Guinée et en Sierra Leone, vous avez à peu près 50 cas semaine. Donc ça, c'était au plus fort. Il y avait plus de 250 cas semaine dans les 3 dernières semaines dans tous les pays, au mois d'août de l'année dernière. Et là, au mois de mars, vous voyez que le Libéria est quasiment plus concerné. Enfin, il faut rester vigilant, bien sûr. On est encore dans une phase de post-infection aiguë avec une activité non négligeable. Sur place, c'est une prise en charge. Ici, c'est des cas suspects qui pourraient rentrer et faire activer le dispositif mis en place par le ministère. Donc les cas suspects sont signalés au centre 15. L'ARS et l'INVS sont conjoints par région. On recourt à l'infectiologue référent pour classer le patient de cas suspect à cas possible. S'il rentre dans la ligne cas possible, il est orienté vers un établissement de soins de référence, en l'occurrence Bordeaux pour le Grand Sud-Ouest, ça va jusqu'à la principauté d'Andorre, le Grand Sud-Ouest, c'est pour dire. Et ça nous est arrivé une fois, de prendre en charge un cas possible en réanimation au CHU de Bordeaux. Diagnostic positif, historiquement, Labo P4 à Lyon. Maintenant, on peut le faire en ESR. À Bordeaux, on est équipé sur un laboratoire L3. Et donc, si le diagnostic est exclu d'emblée par le colloque singulier entre l'ARS, l'INVS et l'infectiologue, donc là, il est exclu, il rentre dans la filière de soins, il faut penser au paludisme. Et s'il n'est pas exclu, là, ça complique l'affaire, mais ce n'est pas encore arrivé à Bordeaux. Donc, Sierra Leone, Libéria, Guinée-Conakry, à l'heure actuelle. Il n'y a plus le Mali, il n'y a plus le Nigeria, c'est fini tout ça. Alors, au niveau du ministère, la médecine générale a été un peu oubliée, moi je trouve. Parce que quand on refouille un peu dans les recommandations du Haut Conseil de la Santé publique, on se retrouve
avec des informations laconiques, informer le patient, lui donner un masque et lui proposer un isolement très gentiment. Voilà, donc il faut appeler le 15 pour faire simple. Le patient suspect est isolé et il n'est pas transporté. Donc pour vous, c'est une contrainte. Il faut trouver un espace pour le mettre de côté et vous ne le touchez pas. Alors, si on regarde un peu dans le détail, ce qui pourrait ressembler un peu à un accueil inopiné en médecine générale, c'est les recommandations du 31 octobre pour les établissements de soins qui ne sont pas de référence. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Le questionné est-il allé en Afrique? Si oui, est-ce qu'il a séjourné en Guinée-Conakry? Guinée-Conakry, hein, pas Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, tout ça, c'est d'autres Guinées. Hein. Guinée-Conakry, Sierra Leone et Libéria. Si oui, on le met de côté. Et là, sur les ESR, c'est l'infirmière qui est censée prendre la température. Et on lui demande pas, sans contact. Alors, il faut avoir ou un thermomètre sans contact. Si vous en avez un, c'est parfait, vous jouez l'infirmière. Sinon, nous, ce qu'on a fait au 4e étage, c'est qu'on a mis en place un haricot avec un masque de protection, un masque chirurgical, avec un thermomètre à disposition et que la personne se saisira, mettra son masque, prendra sa température comme un grand pour savoir si on maintient la suspicion ou si on exclut d'emblée le cas suspect. Bien sûr, si la température est à 38 ou plus, ou si la personne a pris du paracétamol et se plaint de sensations fébriles, ça complique l'affaire. Il vaut mieux appeler le 15. Voilà un peu les éléments qui sont indiqués. Ça reprend un peu ce que je vous ai dit. Donc, en résumé, pour un accueil inopiné, vous le mettez de côté. Je ne sais pas si vous avez une pièce ou un espace dans la salle d'attente qu'on peut identifier. Le haricot, le masque de protection avec le thermomètre. Autoprise de température, le professeur Dupont disait à juste titre, le mieux c'est qu'il le mette dans la bouche. Essayez de trouver un thermomètre qui n'a pas trop servi sur d'autres voies. Pas de contact physique de votre part. Il n'est pas question de jouer au héros ou au champion. Vous pouvez lui mettre à disposition une solution hydroalcoolique pour une friction, des fois qu'il y ait besoin d'intervenir. Mais si vous êtes en situation d'exposition accidentelle, il faut que vous ayez un minimum de matériel à disposition, double paire de gants, surblouse, lunettes de protection, enfin des trucs de base. Voilà. Juste pour info, il y a certes le centre 15 qui va vous aider, mais si vous avez besoin d'un avis en médecine tropicale, il y a une astreinte de médecine tropicale qui est effective 24/24, 05 57 82 22 20, qui peut vous aider, qui est souchée au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du professeur Dupont, sous la référence du professeur Malvy à Pellegrin. Voilà à quoi on ressemble, nous, si on est face à un patient suspect Ebola, non sécrétant, parce qu'on est en désescalade par rapport à l'angoisse autour d'Ebola. Et un patient non sécrétant, on a décidé de se mettre une casaque, un masque FFP2, voire FFP3, une lunette de protection et une surblouse de bloc, avec bien sûr double paire de gants. Et puis, pour faire joli, on se met des surbottes. Et on a un espace et un box de consultation dédié, avec un circuit patient, un circuit pour nous. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est vrai qu'en médecine générale, il faut surtout isoler le patient, comme je vous l'ai indiqué. Après, le patient est transféré dans des conditions SAMU s'il est déclaré cas possible, mais tout se fait sur site. Donc, ça vous désorganise complètement, bien sûr, votre demi-journée. Vous allez y consacrer la demi-journée au cas possible, là, au cas suspect. Il sera transféré en réanimation et pris en charge uniquement par des seniors. Donc il ne s'agit pas d'envoyer son étudiant prendre en charge et prendre la température du gars qui est mis de côté dans la salle d'attente. Hein. Voilà. Je vous remercie si vous avez des questions. Bon, merci Thierry. Thierry qui est très impliqué sur le terrain et avec lequel il a fallu s'adapter et mettre en place des mesures qui descendaient au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à appeler l'astreinte de médecine tropicale si vous avez une question. Je sais bien que c'est difficile
dans vos cabinets, si vous voyez arriver une personne comme ça, on vous l'a dit, il faut isoler immédiatement, éviter de le toucher. Donc c'est toujours facile à dire, moins à faire. Oui, monsieur, allez-y. Le numéro de l'astreinte, on va vous le redonner. 05 57 82 22 20. En interne au CHU, c'est 222 20, mais de l'extérieur, il faut mettre 05 57 82 22 20. Donc, merci Thierry pour ta présentation synthétique. Une petite question simplement. Est-ce que quand les patients viennent te voir, tu leur serres la main quand tu les reçois dans ton cabinet ou à l'hôpital? Oui. Mais on a fait le tri en amont, c'est-à-dire que secrétariat, l'accueil téléphonique, oui, il faut faire intervenir vos secrétariats. C'est vrai que j'aurais pu en parler. Si vous en avez quelqu'un qui se plaint de fièvre, dans le screening à l'heure actuelle, on parle beaucoup du paludisme. Il ne faut jamais oublier le paludisme parce que par argument de fréquence, bien sûr, le paludisme est à évoquer. Mais il faut intégrer, est-ce que vous avez séjourné en Afrique subsaharienne dans les 6 mois dans les 6 derniers mois pour le paludisme et dans les 21 derniers jours pour l'Afrique subsaharienne pour Ebola. Et après, préciser, ça suppose aussi de connaître, d'avoir la définition des 3 pays bien en tête, c'est-à-dire Guinée-Conakry, Libéria et Sierra Leone. S'il y a une notification en amont au secrétariat, elles ont la consigne d'appeler le seigneur d'astreinte. Et le seigneur d'astreinte détermine au téléphone si la personne peut se présenter directement. Si c'est une histoire fébrile, compliquée ou très symptomatique, on ne fait pas le tri, c'est le centre 15 qui gère. Et après, on discute, suivant le niveau d'exposition au risque, si la personne prend le circuit Ebola ou le circuit de droit commun. Donc par anticipation, on peut éventuellement, idéalement, faire le tri. Donc je serre la main aux patients qui arrivent, finalement, ils sont censés avoir été triés un peu en amont. Je pense que pour la plupart d'entre nous, ça sera un peu plus difficile. D'abord parce que nos secrétaires ne font pas forcément le tri, si tant est qu'on est tous une secrétaire et qu'on ne connaît pas forcément le motif de consultation de nos patients et que parfois on ne reçoit pas sur rendez-vous. Donc on imagine facilement les complications. Donc dans nos cabinets, il y a sûrement des choses à faire, mais ça va être difficile à mettre en œuvre toujours. Je pense que c'est difficile. Je comprends la peine que ça peut susciter en pleine épidémie de grippe de poser systématiquement la question du voyage aux patients qui se présentent fébriles, mais ça devient indispensable. D'abord parce qu'il y en a qui décèdent régulièrement de paludisme grave. On a encore quelqu'un qui a un cerveau fusillé dans le service dans les suites d'un paludisme grave. Et puis aussi parce que dans une ambiance endémo-épidémique en Afrique de l'Ouest sur Ebola, on ne peut plus trop jouer. Et garder à l'esprit qu'actuellement, ceux qui reviennent le plus et qui ont été exposés au risque, ce n'est pas les bronzés. C'est les professionnels de santé qui sont partis, qui ont été projetés en mission. Il y en a quasiment plus actuellement sur le terrain que de patients. Et ils sont en train de revenir. Et si un jour, il y en a un mal éduqué qui se présente directement en médecine générale dans les 21 jours, je n'ose y croire, il va falloir... donc, il ne faut pas faire le tri au faciès. Hein. Il ne s'agit pas de dire les bronzés d'un côté. Enfin, voilà, quoi. On verra après les élections départementales pour ça. Bien. Merci Thierry. Et on continue. Donc, je vais prendre la parole maintenant. Bien, donc, j'ai le redoutable honneur de traiter d'un sujet dont vous allez voir que vous allez peut-être être un peu déçus dans votre pratique quotidienne, quoique. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a pas de frontières pour les bactéries et avec elles, les résistances naturelles ou acquises. Or, ces résistances acquises, elles ont progressé. Des pénicillinases des années 50, on en est maintenant à des redoutables enzymes qui hydrolysent même les antibiotiques les plus puissants, c'est-à-dire les carbapénémases qui hydrolysent les carbapénèmes. Je vous rappelle également que la belle frontière entre infection nosocomiale, infection communautaire, est une frontière qui n'existe plus aujourd'hui. Cette dichotomie, on ne l'enseigne plus, d'autant plus qu'il y a un troisième partenaire, c'est tout le système de santé avec les EHPAD, les SSR,
l'hospitalisation à domicile, etc. Les patients vont et viennent dans ces structures et la transmission est croisée. Et puis je rappelle également qu'il y a un gros problème puisqu'il y a une utilisation trop large des antibiotiques chez les vétérinaires. D'ailleurs, la France est au 3e rang de cette prescription, puisque vous savez que c'est eutrophiant, c'est-à-dire que vous faites plus de viande avec des antibiotiques. Alors, sur ce schéma, vous voyez que vous avez des choses qui relèvent de la médecine générale, bien connues. Le pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline. Vous avez aujourd'hui les Escherichia coli sécréteurs de bêta-lactamase à spectre élargi. Vous en avez, il y en a plein dans les communautés de personnes âgées, vers lesquelles beaucoup de médecins généralistes vont et officient. Et puis vous avez le SARM. Le SARM, pendant longtemps, était cantonné à l'hôpital. En fait, aujourd'hui, il y en a également en ville. Heureusement, pas beaucoup. Et puis de l'autre côté, nous avons nos spécialités, évidemment, avec des bactéries à gram négatif, Pseudomonas aeruginosa, Cyanobacter, Enterocoque, et donc ces fameuses bactéries qui sont le plus souvent importées de pays très voisins, puisque par exemple en Grèce, vous prenez l'avion et au bout d'une heure, vous êtes en France avec des carbapénémases importées. Alors, c'est une déception finalement. Vous savez que les antibiotiques furent découvertes au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a permis d'ailleurs aux Alliés, quelque part, de pouvoir avoir une campagne d'Italie efficace. Les Allemands n'avaient que des sulfamides. Et puis on voit donc une explosion du nombre d'antibiotiques créés. On est très content avec de gros progrès pharmacologiques, biochimiques, etc. Et puis malheureusement arrivent assez rapidement, c'est-à-dire 20 ans après, les premières résistances qui vont s'étendre et qui vont faire qu'on va déchanter à partir des années 2000 et dire que les antibiotiques ne doivent plus être automatiques et qu'on commence à être très inquiet avec maintenant une déclaration de guerre mondiale, j'y reviendrai, sur l'utilisation des antibiotiques et le renouveau des antibiotiques. Vous voyez ici une courbe assez saisissante, c'est-à-dire peu d'antibiotiques qui sont mis sur le marché, il n'y en a plus pratiquement, pendant que les résistances augmentent. Alors, après ce constat, il faut donc développer des nouveaux antibiotiques. Heureusement, il y a une prise de conscience depuis maintenant 3 à 4 ans qui ne peut se faire que dans des pays ou des communautés de pays qui ont des moyens financiers suffisants. C'est fait aux États-Unis. Obama, l'été dernier, a donc débloqué des fonds. En Europe, c'est fait également. Et donc, on voit incontestablement, on a des espoirs. Je vous en parlerai avec des nouveaux antibiotiques. Il ne faut pas dire qu'il n'y a plus rien. Ce n'est pas vrai. Au contraire, la recherche est repartie. Mais en attendant, pour vous, que dire ? Vous n'avez pas de nouveautés réelles depuis 10 ans en prescription courante. J'en ai pas à vous proposer. Par contre, il y a de rares antibiotiques nouveaux, malheureusement, peut-être pour vous, réservés à l'usage hospitalier, mais ça va être sans doute de plus en plus comme ça, même pour les nouveaux qui vont apparaître. Il faut que vous les connaissiez, à mon sens, parce que vous traitez des patients qui sortent de l'hôpital, qui sortent de clinique, et vous devez être au courant de ces antibiotiques qui ont des effets secondaires et de savoir pourquoi on les prescrit. Et puis vous allez voir qu'on a ressorti des tiroirs des vieux antibiotiques. Et oui, vous allez voir que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Donc 2 antibiotiques dont je vous rappelle l'existence. Le pivmécylinum, qui est une bêta-lactamine, et dont l'indication est strictement urinaire. On va le voir. C'est un antibiotique qui existait. Et puis la nitrofurantoïne, qui est également un vieil antibiotique, et qui est ressorti des tiroirs, mais avec un warning extrêmement important, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser cet antibiotique de façon répétée ou prolongée en raison d'hypersensibilité. Donc tout ça est très important. Si je vous redis ça, c'est qu'aujourd'hui, en 2015, depuis 1 an, il y a des changements très importants dans les recommandations des infections urinaires, justement à la lumière de l'évolution des résistances, et que vous voyez que ces 2 médicaments sont placés en 2e ou 3e intention. Ces schémas sont disponibles sur le site spilfinfectiologie.com. La même chose dans les cystites à risque de complications, où ces 2 antibiotiques ont leur place. Alors ils ont leur place parce que c'est des antibiotiques à spectre étroit et qui évitent, encore une fois, qu'on aille plus loin dans la résistance avec une efficacité probabiliste correcte. Alors correcte pour certains des experts, c'est moins de 20% d'échecs.
à l'hôpital, on recycle également. On recycle puisque c'est le développement durable. Donc, colimycine et céfotixine sont deux antibiotiques. La colimycine, vous connaissez certainement, vous en avez entendu parler. C'est un antibiotique qui est toxique pour le rein, qui se fait par voie intraveineuse, mais qui nous rend de grands services, en particulier sur des bactéries très résistantes comme le piocyanite. Et vous verrez donc des patients sortir avec ce traitement, qui est prolongé ensuite un certain temps, mais avec une maniabilité pas très évidente. La céfoxytine, c'est une céphalosporine de deuxième génération injectable, et on s'est aperçu qu'elle était active. Vous savez, là où les bêta-lactamases à spectre élargi hydrolysent la ceftriaxone ou rocéfine, eh bien la céfoxytine garde une efficacité. Comme quoi, la deuxième génération peut faire mieux que la troisième génération. Ça ne veut rien dire, 2, 3, 4, 5, 6, en pensant que la dernière génération est mieux. Donc on utilise ces antibiotiques aujourd'hui. Et puis on arrive directement dans le monde des traitements qu'on a eu à disposition dans ces 10 dernières années. Le premier, qualifié de céphalosporine de 4e génération, c'est un concept commercial, s'appelle la ceftaroline, Fosamil, c'est la DCI, ou Zinforo, Zinforo, comme vous voulez. C'était considéré comme une certaine révolution, en ce sens que par rapport à la ceftriaxone ou céfotaxine, nous avions un spectre non seulement sur les grammes négatifs, mais également sur les staphylocoques. C'est la première céphalosporine dans ce cas. Alors oui, c'est vrai, et ça nous permet en probabiliste d'utiliser un antibiotique en évitant peut-être d'associer par exemple de la vancomycine. Par contre, là où on a déchanté assez rapidement, c'est que sur les grammes négatifs, eh bien finalement, elle n'est pas si puissante que ça, et en particulier pour des bactéries dont Escherichia coli qui sécrètent des bêta-lactamases à spectre élargi. Donc ce n'est pas une véritable révolution, mais vous verrez qu'elle reviendra avec un compagnon, et que là, on en reparlera. Très voisine, le ceftobiprol, qui finalement, pour le moment, n'a pas été retenu par l'Agence du médicament, mais bon, très voisine et qui n'apporte pas grand-chose par rapport à la ceftaroline. Et puis, nous avons depuis quelques années un dérivé des tétracyclines. Tout le monde connaît les tétracyclines, mais voilà un dérivé injectable, la tigécycline, qui elle aussi nous a procuré plein d'espoir jusqu'au moment où on s'est aperçu que cet antibiotique bactériostatique, comme toutes les tétracyclines, avait un inconvénient, et en particulier dans des infections sévères, il y avait un taux de mortalité qui n'était pas acceptable par rapport aux comparateurs. Alors ceci étant dit, c'est un antibiotique à niche, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans des indications bien précises. Elle est active sur les entérobactéries BLSE. Elle peut être utilisée également sur des mycobactéries. Par contre, elle n'est pas active sur le piocyanite, ce qui est évidemment un trou important. Donc de la deuxième intention chez nous, documentée en association. La thémocyline est un antibiotique, une bêta-lactamine qui est commercialisée chez nos amis belges. Et oui, ils sont parfois beaucoup plus intelligents que nous, les Belges, on s'en moque. Et chez nous, ce n'est pas encore commercialisé, mais peut-être qu'on va y aller. En tout cas, il y a une ATU nominative pour une bêta-lactamine qui, elle, est active sur les entérobactéries BLSE, ce qui est quand même assez intéressant, mais avec un trou sur le piocyanite Acinetobacter. C'est des antibiotiques injectables, et on est bien content de les avoir. On espère que l'Agence du médicament donnera une AMM. Je vous rappelle ce qu'on appelle la bande des trois maintenant, puisque malheureusement, il y en a un qui a disparu. L'an dernier, c'est le doripénème. Vous n'avez sur le marché que ces merveilleuses molécules. Je dis merveilleuses parce que c'était considéré comme le dernier rempart. C'est les carbapénèmes avec l'imipénème ou thiénam, le méropénème qui est génériqué, donc méropénème, et l'ertapénème ou Invance. Ils ont tous des différences. Le dernier, le petit, l'ertapénème, est un petit mais utile parce que utilisable dans les infections abdominales, en particulier des infections pouvant succéder à de la chirurgie abdominale. Une prescription une fois par jour. Par contre, un gros trou, il n'est pas actif sur le piocyanite. Les deux autres, les majeurs ou les majors, sont des antibiotiques actifs sur du piocyanite en particulier, mais pas sur toutes les bactéries un peu difficiles, donc Sténotrophomonas, qu'on peut rencontrer chez des mucoviscidosiques en particulier. Ces deux antibiotiques se font par voie intraveineuse. Ces deux antibiotiques sont préservés aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est fini le temps où
on mettait les patients directement sous ces traitements. Bien entendu qu'on en fait un choc septique, un choc sévère, on le fait, mais on désescaladera rapidement à partir du résultat documenté de l'isolement bactérien. Donc, ça reste des antibiotiques importants, mais je vous ai dit, les carbapénémas sont arrivés et malheureusement, eux aussi, sont aujourd'hui un petit peu en difficulté par moment, pas sur toutes les souches évidemment. Et puis nous avons eu un antibiotique intéressant, qui est la daptomycine. Alors c'est dans la famille des lipoglycopeptides, si vous voulez, c'est la famille de la vancomycine, c'est injectable. Aujourd'hui, c'est un antibiotique de recours sur les staphylocoques métillaires. Pourquoi? La vancomycine est un antibiotique qui, à travers le temps, a vu son efficacité diminuer. C'est-à-dire qu'on a des CMI qui sont en lait croissante et aujourd'hui, on ne fait plus de vanco comme on en faisait par le passé, lorsqu'on a des CMI qui tournent au-dessus de 1 mg par litre. Donc c'est cet antibiotique qu'on utilise. Un antibiotique qui a un gros inconvénient, on ne peut pas le faire dans des infections pulmonaires. Par contre, c'est un antibiotique bactéricide et les posologies ont été optimisées par rapport à l'AMM. Le linezolide est également un antibiotique dirigé contre les staphylocoques médicino-résistants. Il a en plus une activité sur Mycobacterium tuberculosis. Il est fait par voie orale ou IV. Attention à sa toxicité hématologique. La fidaxomycine ou difluclir est un antibiotique utilisable uniquement pour le Clostridium difficile. Vous savez que ce sont des diarrhées qui sont induites par des antibiotiques. Il est rétrocédable, ce qui est important pour son utilisation, mais c'est de la deuxième intention. Enfin, je ne résiste pas au plaisir pour vous dire qu'il y a quand même des nouvelles molécules dans la tuberculose qui nous posent de gros problèmes à l'heure actuelle avec les tuberculoses importées XDR, c'est-à-dire ultra-résistantes. Alors ça, c'est ce que l'on a, et demain, on aura d'autres choses. Et c'est coming soon, c'est-à-dire c'est maintenant dans les 3 à 4 prochaines années. Je ne vais pas détailler et je vais m'arrêter, ça va être l'avant-dernière diapo, pour vous dire que ceftaroline va être associé à un inhibiteur des bêta-lactamases, ça va changer la donne, qu'il y aura des nouveaux kétolides, vous savez, le fameux Kétec, qui à un moment donné a été utilisé en médecine générale, et puis du fait d'effets secondaires abandonnés, et puis d'autres antibiotiques dans des dérivés des cyclines. Mais en fin de compte, je termine sur cette diapositive, vous avez peut-être entendu parler d'une révolution en début d'année qui a été largement médiatisée. C'est qu'aujourd'hui, on revient aux concepts initiaux, c'est-à-dire à essayer de détecter des antibiotiques à mécanisme d'action vraiment nouveau et qui sont des antibiotiques naturels puisqu'ils sont sécrétés, comme l'a été la pénicilline, par des bactéries, avec donc un truc très particulier, des microchips, et on les met en contact avec la terre, on les cultive grâce à la terre, donc c'est de l'horticulture. Voilà, c'est très intéressant. On a découvert cet antibiotique qui semble être très prometteur. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Michel Dupont, pour ces belles perspectives. Je voudrais faire juste 2 petits commentaires. Le premier, c'est que aujourd'hui, pour le médecin généraliste, en dépit de toutes ces nouvelles molécules qui sont là ou qui vont arriver, et dont peut-être pas beaucoup arriveront jusqu'à nous, médecins généralistes, la première chose, c'est qu'il faut quand même garder en tête que l'amoxicilline, c'est encore l'antibiotique de référence pour nous, pour les infections que l'on rencontre, en tout cas pour les infections respiratoires. Et le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est que si on utilise l'amoxicilline en première intention, c'est aussi pour limiter les résistances, car les résistances, c'est un problème des médecins généralistes autant que des médecins hospitaliers. Certains d'entre vous ont participé à l'étude ACI-BMR en 2014 sur les infections urinaires en ambulatoire. Et cette enquête montrait qu'il y avait dans nos ECBU 2,5% d'entérobactéries de type EBLSE. Et beaucoup plus rarement de sang parce que les prélèvements étaient urinaires, mais les enquêtes montrent en médecine ambulatoire que les Staphylococcus aureus résistants à la méticilline sont de l'ordre de 12 à 15% pour des patients strictement ambulatoires, et donc les EBLSE de 2,5 à 3%, et cela pour des patients qui n'ont, pour la plupart, jamais été en contact avec l'hôpital. Donc le problème des résistances bactériennes, c'est un problème qui nous concerne tous, aussi bien du côté hospitalier que du côté médecine de ville.
Maintenant, on va laisser la parole à Guillaume Connor, qui est chef de clinique en médecine générale et qui va nous aborder avec nous de façon un peu plus précise que ne l'a abordé Michel Dupont, le problème du traitement des infections urinaires basses en fonction des nouvelles recommandations. Bonjour. Donc effectivement, moi je ne suis pas dans les nouvelles molécules, mais plutôt dans les vieux pots et les vieilles molécules. Et donc je vais revenir sur certaines qui ont été citées dans l'intervention précédente. Alors tout d'abord, les traditionnels diapos de lien d'intérêt. J'en ai aucun dans le domaine des infections urinaires, mais j'ai passé un an en service de maladies infectieuses en CHU, ce qui m'a valu certains liens d'intérêt avec les fabricants d'antirétroviraux en particulier. Donc un mot très rapide sur l'épidémiologie. Vous savez tous que c'est une pathologie extrêmement fréquente, les cystites, en particulier chez la femme, puisque ça touche environ une femme sur deux vie entière, mais également 10% des hommes. Je vais principalement vous parler des dernières recommandations qui sont parues en mai 2014 et voir un petit peu comment est-ce qu'elles s'intègrent à nos pratiques. Un des changements qui a eu lieu, c'est un changement de dénomination, mais qui a je pense, une importance. On ne parle plus de cystite compliquée, mais de cystite à risque de complication. Et le terme à risque de complication, en fait, s'oppose au terme simple. C'est-à-dire qu'en gros, on a des cystites simples et celles qui ne le sont pas. Il y a également un changement, je pense, important pour nous, c'est que le diabète n'est plus considéré comme un facteur qui fait classer les cystites à risque de complication. Et ce sont donc plutôt des facteurs un peu sévères, une anomalie urinaire, une insuffisance rénale sévère, une immunodépression sévère chez l'homme en cas de grossesse. Et puis je vais insister un tout petit peu sur la dernière ligne. Auparavant, nous considérions que les personnes au-delà de 75 ans étaient à risque, au-delà de 65 ans, pardon, étaient à risque. Et aujourd'hui, au-delà de 65 ans, on ne parle de risque que si elles sont des facteurs de fragilité. Ce qui a été retenu par la conférence de consensus, c'est les critères de Fried, qu'on n'utilise pas beaucoup. En particulier, la faiblesse fatigue, théoriquement, se mesure avec un manomètre. Je pense qu'aucun de nos cabinets n'en est équipé. Et donc, du coup, c'est une notion qui nous est quand même relativement familière. On sait repérer chez nos patients ceux qui sont fragiles de ceux qui ne le sont pas. Et la vitesse de marche, éventuellement, peut être un moyen pratique de le mesurer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des traitements, je vais déjà vous parler de ce qu'il ne faut pas traiter. Alors, la colonisation, en particulier, ne nécessite pas de traitement. Théoriquement, la définition, c'est plus de 10 puissance 5 à 2 reprises. En pratique, on le retient souvent avant le deuxième ECBU. Et on ne les traite qu'en cas de grossesse ou lorsqu'il y a un geste chirurgical qui est prévu chez le patient. Dans toutes les autres situations, en l'absence de symptômes, quand on parle de colonisation, il ne faut donc pas traiter. Quand on a une cystite simple, il faut réaliser la BU. Elle a une excellente valeur prédictive négative, quoique un peu moins bonne dans nos conditions que dans les études. Et elle permet donc, lorsqu'elle est négative, c'est-à-dire pas de leuco, pas de nitrite, de ne pas donner d'antibiotiques à tort. En cas de cystite à risque de complications, donc les cas que je vous ai cités précédemment, un ECBU est nécessaire et il est recommandé d'attendre le résultat de cet ECBU de façon à traiter avec un antibiotique qui est le plus adapté aux germes qu'on trouve chez notre patient. Les seuils de leucocyturie sont donc à 10 puissance 4. Pour les germes, il y a également un changement dans les dernières recommandations, c'est une simplification, donc c'est plutôt bienvenu. On retient le seuil de 10 puissance 3 chez la femme lorsque c'est un germe classique, on va dire, c'est-à-dire un Escherichia coli ou un Staphylococcus saprophyticus, et chez l'homme. Pour les autres germes, donc en particulier les autres entérobactéries ou l'entérocoque, le seuil chez la femme est de 10 puissance 4. À noter d'ailleurs que dans la plupart des études internationales, le seuil retenu est plutôt 10 puissance 2 pour les germes classiques. Et puis en cas de grossesse, on est donc dans le cadre de la colonisation, et donc le seuil pour la colonisation est de 10 puissance 5. Alors un schéma un petit peu vaste, mais que je vais reprendre pas à pas. Les antibiotiques, le choix de l'antibiotique dépend d'un certain nombre de facteurs que j'ai essayé de vous résumer dans ce tableau. Le premier facteur, c'est l'impact. On va choisir un antibiotique qui va avoir l'impact sur le microbiote de notre patient le plus faible possible, de façon à éviter qu'en cas de nouvelle infection, on ne se retrouve avec une situation de résistance. Et donc les 4 premiers de cette liste sont ceux qui ont un impact plutôt réduit. Au contraire des 4 suivants,
qui seront donc, à chaque fois que c'est possible, évités. Le deuxième facteur, en particulier quand on est en probabiliste, c'est-à-dire que si on n'a pas le CBU, c'est le cas des cystites simples, c'est la résistance in vitro. Et donc, on a en particulier 3 antibiotiques dans les cystites simples qui ont une résistance in vitro qui est tout à fait acceptable, qui sont la phosphomycine, le méthylinam et la nitrofurantoïne, qui sont donc les 2 cités précédemment. Au contraire, certains antibiotiques qu'on utilisait fréquemment auparavant ont des taux de résistance qui ne permettent plus de les utiliser dans les cystites simples, en particulier en probabiliste. Et j'attire votre attention sur le Bactrim en bas, qui a des niveaux de résistance parfois un peu plus bas que dans ce tableau, mais tout de même relativement élevés. Ensuite, la durée, c'est pour l'observance un argument important. Et donc, dans les cystites simples, on privilégiera les traitements à durée courte, c'est-à-dire plutôt les monodoses. Et donc là encore, la phosphomycine à dose unique présente des avantages. Je n'ai pas représenté ici les effets secondaires, mais c'est également un argument à prendre en compte, ce qui fait que la nitrofurantoïne en particulier ne sera pas utilisée de façon répétée, comme ça a été précisé précédemment. Et on voit bien qu'avec déjà ces 3 facteurs-là, celui qui apparaît comme vraiment intéressant, c'est la phosphomycine, et c'est donc la raison pour laquelle il est préconisé en première intention. Dans les cystites à risque, on a des durées de traitement qui sont un peu plus importantes, et ce n'est donc plus le critère de choix. Quand on a traité un patient, un homme, il faut tenir compte de la diffusion dans la prostate, puisqu'on disait classiquement qu'il n'y avait pas de cystite chez l'homme, même si c'est une donnée qui est probablement un petit peu remise en question. Il faut quand même chercher au maximum à avoir un traitement qui pénètre bien dans la prostate. Et donc les 2 qui sont utilisables, c'est le Bactrim et les fluoroquinolones, et éventuellement l'amoxicilline, en particulier sur les entérocoques. Et puis enfin, chez la femme enceinte, certains traitements sont à éviter. L'augmentin est à éviter lorsqu'on approche le terme, lorsqu'il y a un accouchement possible dans les jours qui suivent, et le Bactrim est à éviter au premier trimestre de la grossesse. On en vient donc c'est le même schéma que précédemment, et donc qui est dans la conférence de consensus qu'on trouve sur donc, le site infectiologie.com. Et donc, vous comprenez bien donc que la phosphomycine est le premier choix pour les raisons que je vous ai citées. Une petite nouveauté également, on peut le prescrire quand on a des nitrites négatifs, parce que les staphylocoques saprophyticus, y compris chez la femme jeune, sont quand même relativement rares, et qu'il y a des faux positifs des nitrites, ou des faux négatifs, qui font que finalement, on peut tout à fait le prescrire, y compris chez la femme jeune, y compris en cas de nitrite négatif, puisque majoritairement, ça reste de l'Escherichia coli quand même. En deuxième intention, le pivméthylinam, donc, qui a le désavantage par rapport au précédent d'être 5 jours. Alors, il y a un tout petit souci quand même pour nous, c'est que la plupart des laboratoires de ville ne sont pas équipés pour faire un antibiogramme, pour inclure dans l'antibiogramme le pivméthylinam, ce qui est quand même un petit peu un souci, et ce qui limite un petit peu son indication. Et donc on peut par exemple l'utiliser si on a une récidive précoce avec un traitement qui a été fait par de la phosphomycine, ou éventuellement dans des cas un petit peu plus précis, ou si par hasard votre laboratoire, par chance, peut faire l'antibiogramme sur cet antibiotique. En troisième intention, retenez sur les fluoroquinolones qui sont contre-indiqués lorsqu'on a, enfin pas indiqués lorsqu'il y a eu une prise dans les 6 mois précédents, puisque le niveau de résistance dans ce cas-là peut être relativement élevé et dépasser les 20%. Et puis la nitrofurantoïne reste un troisième choix lorsque les précédents traitements ne sont pas indiqués. Dans les cystites à risque de complications, là, le critère du taux de résistance est moins... on va moins tenir compte du taux de résistance puisqu'on va avoir théoriquement l'antibiogramme au moment où on va prescrire, et donc on va regarder l'antibiogramme et prendre le germe, l'antibiotique, pardon, qui a le moins d'impact, qui est le mieux toléré et le plus pratique d'utilisation. Et le premier de cette liste-là, c'est donc l'amoxicilline. Et donc il faut lire la liste en regardant les uns après les autres les antibiotiques, en choisissant celui le plus haut dans la liste qui ne comporte pas de résistance. Donc s'il n'y a pas de résistance à l'amoxicilline, on peut donner de l'amox. S'il n'y a pas de résistance au pivméthylinam, et si on a la chance d'avoir un antibiogramme avec du pivméthylinam, on peut également le prescrire. Et en troisième intention, la nitrofurantoïne. Ceux qui sont en bas de ce tableau ont un impact un peu plus important, et donc si on peut les éviter, c'est préférable.
La durée du traitement est un petit peu prolongée, sauf pour le Bactrim et les fluoroquinolones, et devra donc être de 7 jours. Si on ne peut pas différer le traitement, en particulier si les symptômes sont très importants, dans ce cas-là, en première intention, on donnera la nitrofurantoïne, qui conserve une certaine activité, y compris sur des germes qui peuvent être résistants à d'autres molécules. Et puis en deuxième intention, en particulier en cas de contre-indication à la nitrofurantoïne, on peut quand même donner des fluoroquinolones ou du cefixime, en sachant que, encore une fois, les fluoroquinolones, si elles ont été utilisées dans les 6 mois précédents, ne sont pas indiquées. Un élément également important à prendre en compte, c'est que le traitement de la... J'aurais même dû commencer ça en préambule. Le traitement de la cystite aiguë simple, il est avant tout là pour soulager les symptômes du patient. Le risque de transformation en pyélonéphrite est très faible, et donc le principal enjeu, c'est de soulager le patient. Et donc généralement, c'est le critère qui va permettre de déterminer si on peut différer le traitement ou si on ne peut pas le différer le traitement. Alors je vous ai mis une capture d'écran du site Antibioclic, dont je vous ai mis en bas à gauche l'adresse, donc antibioclic.com. Il n'est pas que sur les infections urinaires. Pour toutes les infections, quand on a une question sur la prescription d'antibiotiques, c'est un site qui peut vous permettre d'avoir donc les dernières données actualisées. Donc en particulier, là, on a les données actualisées de mai 2014. Et donc là, je vous ai présenté simplement le cas des infections urinaires chez l'homme. Vous avez donc les conseils et les molécules qu'il faut utiliser. Et donc de façon non surprenante, en cas de bonne tolérance et dans lequel quand on peut avoir un ECBU et quand on peut adapter, il conseille donc le cotrimoxazole et l'ofloxacine, qui sont donc les 2 antibiotiques qui ont une bonne diffusion dans la prostate. Alors très rapidement, le cas des cystites récidivantes. On dit qu'elles sont récidivantes lorsqu'il y en a plus de 3 dans la dernière année. Les premières choses à tenter, c'est évidemment les mesures correctrices, même si les règles hygiéno-diététiques n'ont pas vraiment fait de preuve d'efficacité. Elles sont généralement assez faciles à suivre pour la plupart, et donc peuvent tout de même être conseillées. Lorsque les récidives ne sont pas trop fréquentes, il faut traiter chaque épisode. Ne pas traiter lorsque la BU est négative. Réaliser un ECBU au moins une fois de temps en temps pour s'assurer de la non-résistance des germes. La canneberge, éventuellement, pourrait avoir une place pour éviter le traitement antibiotique. Et puis, dans de rares situations, lorsque les récidives sont très fréquentes et lorsqu'elles sont particulièrement invalidantes, on peut éventuellement envisager une prophylaxie antibiotique. Je pense que cela relève d'un avis spécialisé, plutôt d'un infectiologue qui sont plus habitués au maniement des antibiotiques. Et dans ce cas-là, la nitrofurantoïne est strictement contre-indiquée du fait des effets secondaires. Quand on a une situation auquel on est un peu en difficulté, en particulier on ne sait pas s'il faut prescrire ou pas prescrire un antibiotique et on ne sait pas lequel choisir, on a été sur Antibioclic et malheureusement on n'est toujours pas avancé. Il existe une ligne téléphonique qui est tenue par des généralistes qui sont formés à l'antibiothérapie et qui sont formés pour répondre à nos questions dans nos pratiques quotidiennes. Voilà, c'est la dernière diapo. Je vous redis simplement les quelques messages clés. Pas de traitement en cas de colonisation. L'ABU avant cystite simple, ne pas traiter si l'ABU est négative et donner de la phosphomycine si les leucos ou les nitrites sont positifs. Un ECBU avant toute cystite à risque, de façon à adapter l'antibiotique aux germes présents, en choisissant l'antibiotique avec le spectre le plus étroit. Si on ne peut pas différer, la nitrofurantoïne, puis l'adaptation à l'antibiotique, à l'antibiogramme, comme si on l'avait prescrit d'emblée. Et en cas de récidive peu fréquente, le traitement de chaque épisode, comme si c'était une cystite simple, avec un ECBU de temps en temps, est préconisé. Je vous remercie. Merci Guillaume pour cette mise au point très didactique et très clair pour un problème extrêmement fréquent qui se pose aux médecins généralistes. Est-ce qu'il y aurait une question ? Alors c'est une excellente question. Il y a des études en cours actuellement. Alors la question, c'est donc à partir d'un certain âge, hein, vous disiez. Après la cinquantaine. Oui. Donc en cas d'infection urinaire chez l'homme, à partir d'un certain âge, quelle va être la durée du traitement préconisé ?
C'est une très bonne question et je dois dire que probablement que les données dans la littérature ne sont pas encore assez complètes et il y a des études en cours pour répondre à cette question. Il est clair que lorsqu'il y a des facteurs pas très favorables, en particulier s'il y a des troubles urologiques, s'il y a des malformations, etc., le traitement devra être relativement prolongé, donc plutôt de l'ordre de 21 jours au minimum. On va probablement aller de plus en plus vers une réduction de la durée des traitements lorsqu'il y a au contraire tous les signaux qui sont au vert. Ça veut dire un patient qui n'en a jamais fait, qui n'a pas de facteurs connus qui pourraient favoriser l'infection urinaire, qui a des symptômes peu importants, qui n'a pas de fièvre, qui n'a pas de douleur lombaire. Et dans ce cas-là, on va probablement aller vers des traitements de plus en plus courts. Aujourd'hui, plutôt 14 jours quand même au minimum. Et il y a une étude en cours qui s'appelle ProstaShort, qui va chercher à réduire le traitement. Ils voulaient 7 jours, ils n'ont pas obtenu 7 jours, donc ce sera plutôt 10 jours. Mais peut-être qu'on arrivera un jour, quand vraiment tous les signaux sont au vert, à un traitement de 7 jours. Pour le moment, 14 jours. Cette question est primordiale. Nous avons de plus en plus de patients âgés qui se présentent avec sexe masculin, évidemment, qui se présentent avec des infections urinaires. Vous savez que l'adage qu'on apprenait sur les bancs de cette faculté, c'était toute infection urinaire masculine est une prostatite. Aujourd'hui, on vient de vous dire qu'il faut sans doute bien définir si c'est une vraie prostatite, parce que je vous conseille de ne pas descendre trop bas. La prostate est un organe qui ne se laisse pas pénétrer par les antibiotiques. C'est un des tissus histologiques extrêmement difficiles à pénétrer pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas rentrer. Alors, il faut aller au bout de l'examen clinique, il faut faire ce qu'il faut. Il y a des vraies prostatites chez les personnes âgées. Malheureusement, aujourd'hui, la symptomatologie n'est plus celle de la fièvre brutale, syndrome pseudogrippal, douleur abdominale, rétention. Vous allez vous trouver avec des tableaux abattardis. Essayez au maximum d'éliminer une prostatite, je ne peux pas en dire plus. Et puis sinon, je suis absolument d'accord, vraisemblablement, on a quand même des cystites qui nécessiteront une durée de traitement plus courte. Mais vous savez, la première fois que vous traitez, c'est comme au Far West. Vaut mieux traiter